a des cas évidemment de violence physique, hein, c'est-à-dire des enfants battus, hein, frappés. Et puis, il y a aussi des cas d'infanticide. Il y a les cas sur lesquels j'ai travaillé qui sont des cas de viol, un viol d'enfants, donc de la pédocriminalité, des cas d'inceste. Donc je m'appelle Didier Lett, je suis professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris, donc ex-Paris 7, ex-Paris Diderot. Et je suis spécialiste d'histoire de l'enfance, d'histoire de la famille, d'histoire du genre, d'histoire, on va dire, de l'Italie communale, de la documentation italienne en général, de la fin du Moyen-Âge, hein, puisque je suis médiéviste, voilà, donc je suis spécialiste du Moyen-Âge. Donc j'ai toujours travaillé sur l'enfance, puisque ma thèse, qui a été soutenue en 1995, donc c'est pas d'aujourd'hui, donc le livre a été publié en 1997, il s'appelle L'enfant des miracles. Et donc c'était une thèse faite sur l'enfance heureuse, on va dire, à partir des récits de miracles. Et dans les récits de miracles, l'enfance est plutôt heureuse, puisque de toute façon, un enfant a un accident, où il est guéri par le saint, un enfant meurt, il est ressuscité par le saint. Bon, donc finalement, autour de lui, il y a ses parents, ses frères et sœurs. Donc cette enfance-là, elle était une enfance plutôt heureuse. C'était à l'époque où on travaillait beaucoup sur l'enfance heureuse. Pourquoi ? Parce que Philippe Ariès, qui en 1960 avait écrit « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime », avait dit qu'au Moyen-Âge, les parents n'aimaient pas leurs enfants, qu'ils n'avaient pas le souci éducatif, etc. Et nous, quand on a commencé, enfin je dis nous, on était 2 ou 3, avec Pierre Richer, Daniel Alexandre Bidon, quand on a commencé à travailler sur l'enfance, il fallait à tout prix montrer que l'enfance était heureuse et pas maltraitée. Et donc on a mis très très longtemps, hein, les médiévistes ont mis très longtemps avant d'accepter que il y avait aussi, moi je disais en plaisantant déjà à l'époque que le XXe siècle, et on pourrait le dire pour le XXIe siècle, le XXIe siècle n'a pas le monopole de la maltraitance à l'égard des enfants, et au Moyen-Âge aussi, hélas, il y avait des enfants maltraités. Et donc voilà, et donc j'ai continué à travailler sur l'enfance, et progressivement, je me suis intéressé effectivement à l'enfance maltraitée. Alors on s'était déjà intéressé un peu à l'infanticide, hein, je pense qu'il y a eu quelques travaux anciens, mais on s'était jamais intéressé à la pédocriminalité, hein, au viol d'enfants. Et donc ça, pour le coup, c'est un sujet très neuf. Moi j'ai toujours pensé, depuis 30 ans ou 35 ans que je travaille sur l'enfance, j'ai toujours pensé qu'il y avait un véritable sentiment de l'enfance. Les parents évidemment aimaient leurs enfants, ils les aimaient pas de la même manière qu'aujourd'hui évidemment, parce qu'on est dans un contexte démographique. Imaginons aujourd'hui perdre un enfant par exemple, c'est extraordinaire et donc c'est terrible. À l'époque médiévale, on savait très bien quand une femme accouchait que voilà, il y avait des risques énormes qu'elle perde son enfant et qu'elle même meure d'ailleurs. Hein. Bon. Donc on est dans des contextes démographiques très très différents, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas de sentiment pour les enfants. Hein. Je pense qu'il y en a. Donc ça, j'ai toujours été persuadé de ça, mais j'ai toujours été persuadé aussi qu'il y avait des enfants maltraités. Enfin, il n'y a pas de raison. Hein. Et donc peut-être me libérant un peu, voilà, coupant le cordon ombilical avec la thèse de Philippe Ariès à laquelle on devait répondre, progressivement, je me suis dit oui, ça serait bien aussi de montrer une autre facette de l'enfance, hein, qui existe aussi. Et donc progressivement, aussi parce que j'ai découvert des archives à Bologne en particulier, puisque ce livre est fait à partir des archives judiciaires de Bologne, parce que j'ai eu la chance de découvrir dans les archives judiciaires de Bologne des cas assez extraordinaires de viol d'enfants. Hein. C'est la raison pour laquelle voilà, je me suis intéressé à l'enfance, à la pédocriminalité. Si on compare un peu la manière dont on a traité les enfants au Moyen-Âge par rapport aux époques antérieures, et notamment par rapport à l'époque romaine, hein, qui est l'époque, on va dire, immédiatement antérieure au Moyen-Âge, moi je dirais que globalement, il me semble, mais là encore je ne suis pas du tout romaniste, je ne suis pas spécialiste de l'époque romaine, mais il me semble qu'on retrouve aussi les deux facettes, c'est-à-dire on retrouve à la fois des enfants aimés et des enfants maltraités. Je crois que ce n'est pas très original ce que je dis là. Il me semble quand même que la patria potestas, ce qu'on appelle la patria potestas, c'est le pouvoir du père, sur un plan en tout cas juridique, il est beaucoup plus fort à l'époque romaine qu'à l'époque médiévale. À l'époque médiévale, en partie à cause du christianisme, pas seulement, hein, mais en partie à cause du christianisme, il y a cette notion de pietas, hein, de piété, qui vient, on va dire, nuancé, en tout cas qui vient enlever des pouvoirs du père. Le père romain, c'est quand même quelqu'un qui a le pouvoir de vie et de mort sur l'ensemble des gens qui habitent chez lui. Hein. Il peut très bien... il ne sera pas inquiété s'il tue son esclave, par exemple. Hein. S'il tue son enfant, voilà. Donc,
Donc je pense qu'il y a un pouvoir, à l'époque romaine, il y a un pouvoir beaucoup plus fort du père de famille. Ça n'empêche que, voilà, à l'époque romaine aussi, bien sûr, on a des traces d'affection très forte des parents pour leurs enfants. Il y a des traces, oui, alors c'est vrai qu'en fait, de toute façon, je pense qu'il faut penser qu'un historien, il est complètement dépendant de la documentation qu'il utilise, hein, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où on travaille sur des récits de miracles, à partir du moment où on travaille sur des images, par exemple, on va faire apparaître une enfance plutôt heureuse. À partir du moment où on prend des sources juridiques, des sources judiciaires, bah c'est évident qu'on va avoir une enfance plutôt malheureuse. Aujourd'hui, si quelqu'un va uniquement écouter dans les tribunaux, écouter les audiences pénales, bah, il aura une vision de la société absolument terrible, hein. Il aura les crimes, les féminicides. Donc voilà, il faut penser que l'historien, il est complètement dépendant du contexte documentaire sur lequel il travaille. Et donc les sources judiciaires font apparaître évidemment des cas extrêmement graves. Et donc c'est dans ces archives-là qu'on peut effectivement faire travailler sur les crimes, sur les homicides, sur les infanticides et sur la pédocriminalité. Alors bon, le Moyen-Âge, hein, c'est 10 siècles, hein, c'est du 5e au 15e siècle. Bon, pour faire. Alors évidemment, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant très longtemps, une sorte de Moyen-Âge immobile, on sait très bien que ça a beaucoup évolué, il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, j'aurais tendance à dire que globalement, les choses changent beaucoup à partir du 12e, 13e siècle. À partir du 12e, 13e siècle, on a pu montrer, et même Philippe Ariès, qui pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, était quand même quelqu'un convaincu que les médiévaux, les gens du Moyen-Âge, avaient un sentiment de l'enfance assez peu important. Même lui, dans sa préface de 1973, hein, du fameux livre dont j'ai parlé tout à l'heure, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, même dans sa préface, il dit « Oui, finalement, j'ai entendu les critiques et je pense que les médiévistes ont raison, à partir du XIIIe siècle, on a une meilleure considération de l'enfance. » Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Peut-être qu'on a plus de sources qui révèlent des sentiments pour les enfants. Mais ce que je crois, c'est quand même que, voilà, il me semble qu'il y a une considération de plus en plus grande d'une sorte de... pas de psychologie de l'enfant, ce serait évidemment un peu impropre de dire ça, mais de l'idée que, finalement, les enfants sont différents des adultes. Et ça, c'est quelque chose qui est très progressif. Aujourd'hui, il fait pas l'ombre d'un doute que voilà, les droits de l'enfant sont reconnus, que l'enfant c'est une personnalité à part entière, mais différente de l'adulte. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui commence, à mon avis, à poindre, à naître à partir des derniers siècles médiévaux. Et ça, je crois qu'on le voit très bien. Et ça, évidemment, c'est fondamental. Les humanistes, par exemple, du XIVe siècle, commencent à partager, dans les classes, par exemple, à dire, voilà, on ne peut pas mettre tous les enfants ensemble dans une même classe, parce qu'ils ont des âges différents, et donc ils ont des besoins différents. Bon, tout ça, c'est, je crois, des choses qui naissent très très progressivement et qui apparaissent quand même à la fin du Moyen-Âge. Alors d'un point de vue géographique, c'est très très compliqué, hein. C'est vraiment vraiment très compliqué, parce que les sources sont tellement différentes d'une région à l'autre que finalement, moi je dirais que c'est plus les sources qui nous font apparaître une réalité différente que... Alors après, on pourrait toujours dire que le droit, bon, c'est sûr que les pays du sud de l'Europe sont plutôt des pays qui ont conservé un droit romain beaucoup plus fort. Alors on pourrait dire droit romain, comme je disais tout à l'heure, peut-être moins favorable entre guillemets à l'enfance, et donc peut-être qu'on observerait plutôt dans le nord des configurations qui seraient plus favorables à l'enfance, mais c'est vraiment vraiment très, très compliqué. Moi je serais vraiment incapable de faire des différences géographiques. Ben, je pense que le mot psychologie, oui, c'est compliqué, il faut le réserver à des époques très récentes, hein, à des époques où naissent la psychologie, c'est-à-dire au XIXe siècle. Hein. Moi j'aurais du mal à parler de psychologie de l'enfance, je dirais plutôt prise en compte de certaines spécificités de l'enfance. On voit bien, par exemple, que moi j'ai étudié beaucoup la majorité pénale, par exemple, des enfants dans les statuts communaux italiens, et on voit bien qu'elle est autour de 10 ans à peu près. Hein. À la fin du Moyen-Âge, elle est autour de 10 ans. C'est-à-dire qu'un enfant qui a commis un délit et qui a moins de 10 ans, en général, il n'est pas puni. Voilà. Plus de 10 ans, il sera puni. Et donc la punition peut être grave, hein. Il peut être banni par exemple. C'est-à-dire carrément, on peut lui demander de partir plusieurs années de chez lui. Enfin, donc c'est des punitions assez graves. Hein. Moins de 10 ans, il ne l'est pas. Donc
voilà, évidemment, nous 10 ans, ça nous paraît évidemment très peu important. Notre majorité pénale est quand même beaucoup plus, enfin, est un peu plus élevée, heureusement. Mais déjà, on voit bien quand même que on considère qu'il y a quand même de l'enfance, on va dire, et de l'irresponsabilité en dessous d'un certain âge. Je pense qu'au Moyen-Âge, un père de famille a le droit et même le devoir de battre ses enfants. Hein. C'est clair que, en tout cas, le droit l'autorise. Hein. Le droit, non seulement le droit, mais je dirais la société en général. Enfin, c'est-à-dire que battre un enfant, c'est pas... Aujourd'hui, c'est vrai que si on voit dans la rue, je sais pas, une maman ou un papa filer une tarte à son gamin, bon, c'est vrai que ça va nous faire réagir d'une certaine manière. Une tape sur les fesses, un peu moins peut-être, bon bref, mais ça nous choque, enfin ça dépend des pays. Hein. En Suède par exemple, ça paraît toujours très très violent, bon, ça peut paraître moins dans certains pays, mais bon, là je pense que sur le plan géographique, il y aurait des différences à faire. Au Moyen-Âge, donc c'est quelque chose de toléré. Mais si on suit par exemple les traités de pédagogie, hein, on a pas mal de traités de pédagogie pour la fin du Moyen-Âge, on se rend compte que le pédagogue dit toujours... Oui, on peut frapper son enfant, on peut éventuellement le châtier, comme on dit, hein, mais attention, il faut d'abord le reprendre par la parole, c'est très important, lui montrer le bon exemple, et si éventuellement il n'a pas suivi le bon exemple, etc., à ce moment-là seulement, on passe par la calotte, on va dire, on passe par la gifle, hein, on passe par la punition, les sévices corporels. Mais c'est vraiment en dernière instance, c'est-à-dire que les pédagogues disent bien qu'il faut d'abord parler, il faut d'abord montrer l'exemple. Et puis, autre chose, attention, oui, la violence, mais avec modération, toujours. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans la littérature, ou dans les fabliaux, enfin dans ce qui met en scène, on va dire, sur un plan littéraire, les parents et les enfants, celui qui est excessif est toujours condamné. Hein, l'excès est toujours condamné. Donc oui, on peut battre ses enfants, mais avec modération. Hein. Et ça repose aussi sur le texte biblique, c'est-à-dire que tous les pédagogues, ou presque, citent le texte de l'Ecclésiastique, hein, de la Bible, qui dit... As-tu des fils, fais-leur plier l'échine. As-tu des filles, ne leur montre pas un visage rieur. Alors déjà, on voit bien la différence de genre. Hein. Aux fils, il leur faut faire plier l'échine. Plier l'échine, ça veut dire éventuellement aussi les frapper. Hein. Les filles, il ne faut pas leur montrer un visage rieur, c'est-à-dire qu'il faut plutôt avoir de la distance à l'égard des filles. Et ce texte de l'Ecclésiastique, il est très très souvent cité par les pédagogues pour montrer que voilà, il faut effectivement... il faut éduquer ses enfants, et parmi l'éducation, le chastoiement, comme on dit, le fait de chastiller, donc de frapper parfois, est nécessaire. Je pense que lorsque c'est excessif, hein, lorsqu'il y a blessure, lorsque ça laisse des traces... Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Ah bah, il peut y avoir des procès, hein, il peut y avoir des procès. Moi, dans les sources judiciaires que j'ai utilisées, par exemple, pour la pédocriminalité, dans les fameuses archives de Bologne, bah, on a des cas d'enfants maltraités ou de femmes maltraitées qui peuvent venir devant le tribunal alors les femmes, par exemple, pour essayer d'avoir une séparation. Un divorce, en général, non, parce que le mariage est indissoluble, et donc on ne peut pas se divorcer. Mais en revanche, le juge pouvait prononcer une séparation, c'est-à-dire dire finalement c'est dangereux pour la femme ou c'est dangereux pour les enfants d'être en contact avec cette personne violente, hein, ce mari ou ce père violent, et donc pouvait décider hein, de séparer pour le bien des enfants, pour le bien de la femme. On a des cas évidemment de violence physique, hein, c'est-à-dire des enfants battus, hein, frappés. Ce que je dis tout à l'heure, bon, ça, on en a des exemples. Et puis, il y a les infanticides, hein, il y a aussi des cas d'infanticide. Hein, et puis, voilà, il y a les cas sur lesquels j'ai travaillé, qui sont des cas de viol, viol d'enfants, donc de la pédocriminalité, des cas d'inceste, hein, les incestes rentrant évidemment dans les cas de pédocriminalité. Les incestes, on les voit un peu moins parce que finalement, on ne voit que les cas qui font du bruit, hein, c'est-à-dire que bon, au Moyen-Âge, on pourrait dire, mais c'est vrai un peu aujourd'hui, on lave son linge sale en famille d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout ce qui ne sort pas de la maison, bon, si ça ne fait pas de bruit, hein, on sait très bien aujourd'hui comment ça se passe par rapport à l'inceste. C'est-à-dire que parfois, ou même par rapport à la maltraitance, par exemple, des enfants ou la maltraitance des épouses, hein, on sait très bien que, bon, voilà, si on entend vaguement du bruit, bon, on ne va rien dire. Il faut vraiment que ça fasse grand bruit pour que, d'un seul coup, l'affaire prenne de l'ampleur. Hein. Donc, je pense que tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille, on le sait assez peu.
On le sait uniquement voilà, quand il y a scandale, quand ça fait trop de bruit et qu'au bout d'un moment, c'est dénoncé par les voisins. Bien sûr, parce que je pense que là pour le coup, quand on travaille sur l'inceste ou la pédocriminalité, hein, ou le viol des femmes, on sait très bien qu'il y a un chiffre noir énorme, mais c'est vrai aujourd'hui aussi, on sait très bien que, enfin, je sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, mais 10% ou 15% seulement des femmes qui ont été agressées sexuellement déposent une plainte. Bon, donc c'est très très peu, même si aujourd'hui la parole se libère, on pourrait dire, et que voilà, il y a plus de cas qui sont dénoncés. Mais ça reste quand même les chiffres noirs, hein, donc les chiffres restent toujours très forts, et je pense qu'à l'époque médiévale aussi. Hein, à l'époque médiévale, il faut pour qu'une femme dénonce un viol, ou même pour les enfants, il faut finalement il faut que les hommes de la famille, qui sont quand même ceux qui décident à un moment donné que leur honneur ne va pas être trop égratigné d'une certaine manière. Hein, et donc, est-ce que ça vaut le coup de dénoncer Est-ce que ça vaut le coup de dénoncer, par exemple, si c'est un notable, quelqu'un qui a beaucoup de relations? Est-ce que ça vaut le coup de le dénoncer? Parce que de toute façon, on sait très bien que si on est une femme du peuple, bah, finalement, on va passer pour une femme de mauvaise vie. Et le notable, lui, il a des relations, et bien il va étouffer l'affaire. Donc est-ce que ça vaut le coup d'engager de l'argent pour dénoncer? Parce que ça coûte cher d'engager un procès. Si c'est un pauvre vagabond, est-ce que ça vaut le coup aussi? Parce que finalement, on obtiendra quoi? On n'obtiendra rien. Bon, oui, c'est compliqué, hein, la dénonciation. Bah, bien sûr, oui. Et en plus, les femmes sont toujours considérées comme mineures sur un plan juridique. C'est-à-dire qu'elles sont toujours obligées d'avoir l'autorisation des hommes pour dénoncer. Hein. Et donc, dans le cas de viol, par exemple, hein, on voit d'ailleurs dans le cas de viol des enfants ou des femmes, c'est souvent le père ou le mari qui vient dénoncer. Hein. Mais ce n'est pas la femme ou l'enfant lui-même. Parce que eux, ce sont juridiquement parlant, ils sont mineurs. La femme est mineure sur un plan juridique. Hein. Elle a toujours besoin de la médiation des hommes pour passer en justice. Elle pouvait le dénoncer auprès de son mari, auprès des hommes, effectivement, de la parenté, mais c'est eux qui, en dernière instance, vont prendre la décision d'appeler à la justice, et pas la femme. Je pense que les violences, elles sont condamnées. C'est-à-dire, on voit bien que dans les cas que j'ai traités dans les archives judiciaires de Bologne, on voit bien qu'il y a tout un voisinage. Hein, il y a des gens autour qui vont témoigner, par exemple. Hein. On a parfois la chance, dans les procès, d'avoir des témoignages. Et quand on voit les témoignages, c'est intéressant, parce qu'on voit la réaction des gens autour, hein, en disant, bah oui, voilà, on sait très bien qu'il y a des enfants qui venaient chez lui, et que, voilà, on sait très bien qu'il profitait d'eux, il abusait sexuellement d'eux. Enfin, il dénonce véritablement, hein, et on voit bien qu'il y a cette personne, donc ce pédocriminel, a dépassé des interdits, hein, qui sont vraiment des interdits très forts, hein, dans la société. Les enfants sont quand même, surtout les petits-enfants, sont quand même des êtres relativement, on va dire, sacrés, d'une certaine manière, et qui doivent être protégés. Donc il y a une protection de l'enfance à ce niveau-là. La religion, en tout cas, a au moins cet aspect bénéfique, c'est-à-dire que je pense que les enfants sont protégés aussi pour cette raison. Hein, c'est-à-dire que le Christ, bon voilà, a plutôt une relation, on va dire, positive avec les enfants. L'enfance pour le Christ, ça représente finalement l'innocence, la pureté. Hein. Souvent, dans les récits de miracles, d'un seul coup, un enfant qui ne parle pas, un petit enfant de 6 mois par exemple, d'un seul coup se met à parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit une prophétie, il dit la parole du Christ. Donc, miracle, évidemment. Mais Dieu, finalement, pour les hagiographes, donc ceux qui écrivent les récits de miracles, pour les gens qui croient dans les miracles, c'est pas complètement extraordinaire, puisque finalement, Dieu passe par la bouche d'un innocent pour dire des vérités aux chrétiens. Et donc l'enfance, c'est véritablement, dans les récits de miracles, un être sacré. J'ai écrit quelque part dans l'Enfant des miracles, un être christique. Hein. C'est pas un hasard, par exemple, quand on représente l'âme, difficile de représenter une âme. Une âme, c'est quelque chose de spirituel. Ça ne se voit pas, ça ne se représente pas. Les deux manières que les médiévaux, les enlumineurs ou les peintres ont trouvé pour représenter une âme, c'est soit la colombe du Saint-Esprit, donc un oiseau, c'est la colombe du Saint-Esprit, évidemment, c'est le Saint-Esprit, ou un enfant. Hein, c'est les deux manières de représenter l'âme. Donc on voit bien que l'enfant,
sert toujours à représenter quelque chose de spirituel. Hein, donc, oui, il y a une véritable, au Moyen-Âge, il y a une véritable conscience hein, de l'importance de l'enfance et de l'innocence, de la pureté. Hein. Chaque chrétien devrait être comme un enfant, retourner à l'enfance, c'est-à-dire être pur, être innocent. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important au Moyen-Âge. Dans le livre, hein, je montre qu'à peu près, hein, c'est de mémoire, donc 80% des violeurs de garçons sont condamnés à la peine capitale, à peine de mort, et à peu près 30 ou 40% des violeurs de filles. Alors on dira, évidemment, c'est différent. Oui, c'est différent parce que, évidemment, le crime qu'on appelle le vice sodomite, hein, le péché sodomite, il est beaucoup plus grave, puisque c'est un acte qui est contre nature, qui est considéré contre nature. Le viol, il est considéré comme d'une petite fille, il est considéré comme très grave, mais je dirais il est selon la nature, hein, puisque finalement c'est, pour faire vite, hein, il y a des exceptions évidemment, mais globalement, on va dire que le viol sur une petite fille, c'est un coït vaginal, a priori, alors qu'un viol sur un petit garçon, c'est un coït anal. Et donc, selon l'Église, évidemment, le coït anal est interdit, hein, c'est un acte contre nature. Donc on voit bien qu'il s'agit plus de condamner, enfin il s'agit presque tout autant de condamner un péché qu'un crime. Hein. Dans la sodomie, il y a péché et crime. Dans le viol, on va dire qu'il y a uniquement, entre guillemets, un crime, hein, ce qui est déjà beaucoup. Mais voilà, là, il y a un cumul, effectivement, de deux choses. Donc les pédocriminels de garçons sont beaucoup plus condamnés que les filles. Il n'empêche que la peine capitale, à l'époque médiévale, c'est pas une peine qui se donne tant que ça. Hein. Claude Gauvard, par exemple, a écrit un livre dans la même collection, enfin au PUF aussi, peu de temps avant le mien, sur ce qui s'appelle Condamné à mort, donc sur la peine capitale au Moyen-Âge, et elle montre bien que finalement, bon, c'est quelque chose qui existe, hein, la peine de mort au Moyen-Âge, évidemment, mais elle est utilisée dans des cas quand même assez exceptionnels. Et donc c'est intéressant parce que si je vous dis 80% et 40%, c'est énorme déjà. Donc ça veut dire que là, on voit bien que dans ce cas la pédocriminalité est vraiment un crime très très grave, hein, pour répondre à votre question, un crime très très grave, et donc la peine en rend compte. Alors la très grande majorité de ces gens-là, ils sont condamnés par contumace, parce qu'en général, ils ne restent pas. Ils ont commis un crime tellement grave qu'ils sont partis. Et donc ils sont condamnés, mais in absentia, et on ne les trouve pas. Hein. Alors évidemment, aujourd'hui, on retrouverait encore que, bon, on a Xavier de Ligonnès, mais ou d'autres qu'on n'arrive pas à retrouver. Mais quand même, c'est assez exceptionnel aujourd'hui, d'ailleurs ça défraie la chronique, qu'on ne retrouve pas un criminel. À l'époque médiévale, bon, il n'y avait pas tous ces moyens qui permettent de retrouver. Et donc, beaucoup de mes pédocriminels, mes 91, on va dire, pédocriminels du livre, ben, la plupart, ils ont pas été retrouvés. Donc, ils ont été condamnés à mort, mais par contumace. Bien sûr. Alors la torture c'est pas enfin la torture elle sert uniquement, là aussi elle est très peu utilisée, mais elle est utilisée parfois. Elle sert uniquement à faire avouer. Lorsqu'on est persuadé que la personne a bien commis un crime, il faut de toute façon toujours que la personne avoue son crime. Ça c'est très important. Et donc la torture elle est utilisée parfois sur certaines personnes pour faire avouer. Alors les autres châtiments, c'est le bannissement. Hein, je l'ai parlé tout à l'heure. C'est un crime, c'est une punition extrêmement grave au Moyen Âge, hein, parce que ça veut dire que vous êtes obligé pendant plusieurs années d'être complètement arraché à votre communauté, d'être en dehors de la communauté, ce qui est aussi quelque chose d'assez grave. Après, il peut y avoir des peines pécuniaires. Hein, alors pour le viol des femmes, par exemple, parfois seulement, je dirais, ce ne sont que des peines pécuniaires. La peine de la prison, elle existe, mais en général, à la fin du Moyen-Âge, c'est plutôt une peine. C'est pas une peine en fait. Hein, on est en prison uniquement le temps du jugement. Hein. Ça devient progressivement une peine, telle que ça l'est aujourd'hui, à la fin du Moyen-Âge, mais ça commence à le devenir. Peine pécuniaire, bannissement. Alors parfois, il y a aussi des peines corporelles. Hein. On peut très bien, avant le bannissement, parfois, on a des gens qu'on marque au fer rouge, par exemple, hein, ou pour les voleurs, par exemple, on leur enlève un petit bout d'oreille. De manière à ce qu'on puisse les reconnaître ensuite en disant tiens, lui, il a déjà commis un crime, il a déjà commis un vol, hein, parce qu'il a un petit bout d'oreille en moins, etc. Donc, et puis bien sûr le marque au fer rouge, hein, ça peut arriver. Alors évidemment il peut y avoir des amputations. Hein, un voleur peut être un voleur récidiviste, hein, peut être amputé d'une main par exemple, ça peut arriver. Voilà toutes les peines qu'il y a, mais on voit bien que pour les pédocriminels, on est dans un crime de haute intensité. Je pense que les peines sont très graves. Oui, alors je pense que de toute façon,
Au Moyen-Âge, on joue beaucoup sur la réputation, hein, ce qu'on appelle la renommée, et il est évident que les notables, les notables sont plus protégés. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à la torture, on voit bien que sont torturés beaucoup plus souvent des gens de basse condition, hein, des vagabonds, des gens du peuple, etc., alors qu'un notable ne le sera pas. De la même manière que la peine capitale, par exemple, elle est différente. On est décapité quand on est un noble, ou un notable, un aristocrate, et on sera pendu quand on est une personne du peuple. Et quand on est un pédocriminel, par exemple, eh bien, ou une femme, une sorcière, une réputation de sorcière, on est brûlé. Hein. Donc c'est les 3 peines capitales, les principales peines capitales. Donc on voit bien que, je sais pas, il vaut mieux, si on a le choix, il vaut peut-être mieux être décapité que pendu ou brûlé vif. Hein. Bon, c'est moins terrible d'une certaine manière. Donc on voit bien que la notabilité, hein, le fait de... Voilà, la différence sociale, elle se marque à ce niveau-là, au niveau de la peine. Hein, la peine est différente. Et puis, bon, mais ça nous échappe, on le devine parfois. On voit bien que certains notables, par exemple, échappent à la justice parce que ils ont des relations, il y a des remises de peine, par exemple. Hein. J'ai travaillé un peu à la fin du livre sur les peines, et on voit bien que parfois il y a des remises de peine, on n'arrive pas trop à s'expliquer pourquoi une personne qui était condamnée à mort, d'un seul coup, sa condamnation à mort est transformée en bannissement ou en peine pécuniaire. Bon, on ne sait pas pourquoi, on peut penser qu'il y a eu des interventions, qu'il y a eu des... Voilà, que cette personne avait suffisamment de relations pour avoir une remise de peine. Donc, oui, il y a des différences sociales, c'est évident. L'Église, elle a une position, je dirais, un peu comme l'État, comme les communes, en fait. Elle protège l'enfance maltraitée. Ça, je crois qu'il n'y a pas une grosse différence entre... Parce que finalement, les trois grandes institutions qu'on peut voir, hein, à l'époque médiévale, à la fin du Moyen-Âge, c'est l'Église, l'État, hein, l'État monarchique français ou anglais, etc., qui sont bien en place, ou les communes, et les communes, en particulier les communes italiennes, qui ont une grande autonomie. Bon, il n'y a pas une grande différence, hein, je crois, et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a une haute considération de l'enfance, et donc il y a une protection de l'enfance, et l'Église a aussi œuvré dans ce sens-là pour protéger l'enfance. Sur un plan purement juridique, hein, c'est-à-dire en décrétant, par exemple, que à partir d'un certain âge, on considérait qu'il y avait une majorité pénale, par exemple, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors pour l'Église, c'est un peu différent selon les époques que les communes. Hein, l'exemple que je vous donnais de 10 ans, c'était plutôt pour les communes italiennes, hein, où là, 10 ans, c'était vraiment Donc on voit bien que le fait de mettre des âges. Alors pour l'Église, par exemple, c'est très net que 12 ans, c'est la majorité sexuelle pour les filles et 14 ans pour les garçons. Il y a 2 ans de décalage. Et donc, c'est pour les procès que j'ai traités, par exemple, et là, pour le coup, les communes italiennes adoptent le discours de l'Église, hein, c'est la même chose, parce que ça vient du droit canon. Eh bien, on voit bien que lorsqu'une fille est violée après 12 ans, il faut prouver beaucoup plus qu'elle était non consentante. Avant 12 ans, on va se dire finalement, elle n'est pas consentante, parce qu'elle n'était pas sexuellement majeure, on va dire. Après 12 ans, c'est pas si évident que ça, mais c'est toujours le problème aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que, voilà, on va dire, finalement, elle l'a cherché, elle était consentante, etc. Et donc il faut le prouver. Alors comment on le prouve ? Le notaire, il dit, elle était très honnête, elle était honesta ou honestissima, très très honnête. Bon. Il y a toujours des petits signes comme ça qui essaient de montrer, hein, que, voilà, on voit bien que là, voilà, donc l'Église, comme les communes, comme l'État, je dirais, catégorise avec des âges différents. Et ça, c'est une manière de protéger, une protection de l'enfance d'une certaine manière. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Alors ça, on a assez peu travaillé là-dessus. Alors moi, le livre porte sur la pédocriminalité, on va dire, des laïcs, puisque à l'époque médiévale, en fait, les clercs bénéficient de ce qu'on appelle le fort ecclésiastique, c'est-à-dire ils sont jugés par les officialités, ils sont jugés par une justice ecclésiastique à part. Ils ne sont pas jugés par la justice traditionnelle, enfin laïque, si vous voulez. Et donc, ça veut dire que la justice de l'Église est beaucoup plus tolérante à l'égard des crimes des clercs. Hein. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, enfin, on voit bien. Hein, d'abord, il y a 2 choses. Il y a à la fois la peur du scandale, hein, il y a le secret. Hein, ça, c'est des choses qui sont toujours ancrées dans l'Église.
Faut pas le dire, c'est le secret de la confession, etc. Bon, on voit bien à quoi ça a mené ces dernières années. Donc il y a tout ça. Et puis aussi, il y a le fait que, voilà, il y a une justice à part. Les clercs sont jugés de manière à part. Alors on peut trouver des cas, alors bon, les collègues plutôt des périodes du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, aujourd'hui italiens en particulier, commencent beaucoup à travailler là-dessus depuis quelques temps, 3, 4, 5 ans. C'est une recherche extrêmement récente. Même la pédocriminalité, on va dire, dans les milieux laïcs, c'est vraiment des sujets très récents parce que brûlants d'actualité. Mais ils commencent à travailler un peu là-dessus. Pour l'époque médiévale, j'espère le faire peut-être l'année prochaine à Rome, il y a des archives qui s'appellent les archives de la pénitencerie, qui sont des archives qui ont été longtemps, on va dire, laissées secrètes qui sont au Vatican, qui sont les archives du Vatican, et qui sont des archives dans lesquelles donc, il y a tous les crimes et les délits commis par des clercs, et qui ont à un moment donné demandé au pape parfois une dispense, qui ont demandé... voilà. Et donc parmi ces cas, on peut sans doute trouver des cas de pédocriminalité de clercs. Ça, c'est évident. Donc là, pour le coup, s'ouvre à nous, je dirais, une recherche future sans doute extraordinaire. Et je pense qu'il y aura, dans les années qui viennent, beaucoup de travaux. En tout cas, il y aura des travaux sur la pédocriminalité des clercs aussi. Ouais. Alors, bon, les jésuites, c'est plus tardif, mais on pourrait prendre le cas des... Bon, voilà, pour l'époque médiévale, on pourrait prendre... Toutes les règles monastiques sont à la fois rudes pour les enfants, pour les novices, ceux qui sont... On peut rentrer... Au monastère, on peut y rentrer très tôt. Les oblats, par exemple, ce qu'on appelle les oblats, qui sont offerts, oblatus, en latin, ça veut dire offert. Donc les oblats sont des petits-enfants de 7 ans, souvent 6-7 ans, qui sont offerts par leurs parents pour rester dans le monastère, normalement toute leur vie. Déjà ça, je dirais, c'est de la maltraitance. On ne demande pas de l'avis de l'enfant, on le place dans un monastère. Alors, il subit des sévices corporels, sans doute, en tant que novice, mais dans toutes les règles monastiques, que ce soit la règle de Saint-Benoît ou d'autres après, Cluny, Cîteaux, etc. Alors, Cîteaux, en général, il faut plutôt avoir 14-15 ans pour rentrer dans les monastères du XIIe, XIIIe siècle. D'ailleurs, ça répond un peu à la question initiale de tout à l'heure. On voit bien qu'il y a une considération de plus en plus importante de l'enfant, puisque finalement, on se rend compte que les ordres monastiques qui sont créés après le XIIe, XIIIe siècle font rentrer les enfants de plus en plus tard, c'est-à-dire à partir de 14 ans, alors qu'avant, c'était plutôt 6-7 ans. L'oblation, par exemple, va disparaître au cours du XIIe siècle, XIIIe siècle. Donc on fait rentrer les enfants parce qu'on considère justement que l'enfant doit donner son avis. Voilà. Donc c'est une preuve aussi de la prise en compte, on va dire, d'un sentiment de l'enfance, d'une personnalité de l'enfance. Et donc, dans les règles monastiques, il y a quand même toujours, on dit, bon voilà, on devra jeûner pendant X jours, mais les novices, eux, devront, comme ils sont jeunes, ils ne seront pas obligés de... Voilà. Donc il y a quand même toujours une protection de l'enfance à l'intérieur des monastères, d'une certaine manière, même si, d'une part, on ne sait pas tout, évidemment, et donc les abus sexuels... qu'on ne connaît pas vraiment, mais devaient aussi exister. Et puis les châtiments corporels, sans doute aussi. On sait qu'il y a des prisons dans les monastères, des prisons qui sont faites pour les gens, enfants y compris, qui ne respecteraient pas complètement les règles. Oui, je pense que c'est considéré comme une bonne chose. C'est-à-dire que, en fait, d'abord, ça fait partie des stratégies, on va dire, familiales. On a 4, 5, 6 enfants. Alors, la mortalité, en général, en enlève quand même pas mal, mais on peut très bien en garder 6-7 si la grande faucheuse n'a pas trop fauché. Et donc, au bout d'un moment, il faut essayer d'avoir des stratégies parce qu'il ne faut pas émietter son patrimoine. Et donc, souvent, on met un cadet dans un monastère, une fille dans un monastère, puis on garde juste l'aîné ou un ou deux aînés, on va dire, pour leur donner le patrimoine. Et donc, souvent, donc, les cadets allaient au monastère. Et c'est une manière de... Et souvent accompagné d'argent, on donnait de l'argent aussi à l'abbé pour accueillir l'enfant. Donc, c'est plutôt bien vu parce que c'est une manière finalement de participer à la vie chrétienne. On donne un de ses enfants, on offre un de ses enfants aux moines. Et donc, je pense que le regard des autres, des voisins, devait plutôt être positif. Ouais. Pour le coup, on n'a pas de traces, hélas, on n'a pas d'écrits d'enfants. On a toujours des écrits d'adultes qui se rappellent de leur enfance, ou d'adultes qui regardent, le regard que les adultes ont porté sur les enfants.
mais on n'a pas la chance, peut-être comme aujourd'hui, hein, d'avoir des traces vraiment d'enfants. Bon, on peut avoir parfois une petite annotation, un petit dessin dans une marge, voilà, mais c'est très très rare. Hein. Donc c'est très très compliqué. Mais je pense aussi que pour l'enfant lui-même, bon, c'est difficile effectivement d'être arraché à ses parents, même s'il pouvait continuer à les voir. Hein. Mais bon, est-ce qu'il avait vraiment la foi religieuse pour accepter d'être donné aussitôt? Enfin, c'est très très compliqué. Hein. Ça, on a du mal à le savoir. Oui, alors j'ai pensé, d'abord, dans mon livre, on en trouvera quand même plein, puisque évidemment c'est des cas de viol d'enfants, donc je n'ai pas développé, mais je pensais aussi à un cas qui est assez connu, on est en Angleterre en 1371, et c'est deux enfants anglais, donc, qui sont mis en apprentissage, deux frères, qui sont mis en apprentissage chez un maître, et en fait, il y a un procès, donc ils fuguent, ils s'en vont, donc ils sont rattrapés. Et évidemment, on les met en procès. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont fugué pour la simple et bonne raison qu'ils ont été maltraités. Et notamment, un des deux frères a perdu un œil. A perdu un œil parce que le maître les maltraitait tellement, les frappait tellement. Hein, donc plutôt que de leur apprendre le métier, puisque le contrat d'apprentissage avait été signé pour ça, eh bien en fait, il en faisait finalement des sortes de domestiques ou des esclaves, des hommes à tout faire. Et surtout, il les maltraitait énormément. Et donc, il y a eu un procès, et le maître a obtenu, enfin, plutôt les deux frères ont obtenu gain de cause contre le maître. Donc, voilà un exemple hein, qui montre que la maltraitance aussi, ça peut être des coups extrêmement graves, extrêmement sévères. Hein. Voilà. Et puis, évidemment, les cas de viol enfin, il y a beaucoup qui sont rapportés dans mon livre. On se rend compte que des pédocriminels, on va dire, récidivistes, hein, c'est-à-dire que des pédocriminels en série, et notamment, étonnamment, autant un violeur de filles, on va dire, de petites filles, c'est un violeur occasionnel, c'est-à-dire qu'il commet finalement rarement plus d'un viol sur une fille, autant les violeurs de garçons sont vraiment des récidivistes, c'est-à-dire des gens qui, selon les sources en tout cas, ont commis plusieurs crimes sur plusieurs enfants. Voilà, donc il y a effectivement ce cas il y a 4 ou 5 cas voilà, de serial pédocriminels, on pourrait dire, en série, d'une certaine manière, sur lesquels effectivement je passe pas mal de temps dans le livre. Non, ben voilà, c'est on avait commencé par dire ça, c'est-à-dire que je pense que le Moyen-Âge, c'est une période qui n'est pas si sombre que ça. Alors, là, effectivement, dans ce livre, je parle de la face sombre des enfants, hein, puisque je parle de pédocriminalité, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Mais j'ai quand même écrit beaucoup avant sur l'enfance, sur les frères et sœurs, sur la paternité, sur la maternité, sur la considération de l'enfance. Donc je pense que le Moyen-Âge avait une très haute considération de l'enfance. Et même à la limite, ce livre-là, sur la pédocriminalité, montre aussi d'une certaine manière que la société protégeait les enfants. Hein, puisque les peines, on l'a dit tout à l'heure, les peines imposées aux pédocriminels sont quand même très lourdes. Donc c'est une manière aussi de montrer que la justice protégeait les enfants. La première moitié du XIXe siècle, hein, à l'époque d'une sorte de capitalisme un peu sauvage, on voit bien que la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est un moment où on prend beaucoup de mesures pour protéger l'enfance. On interdit aux enfants, par exemple, de travailler dans les mines avant tel âge, etc. etc. Il y a les années 1830, 1850, 60, 70, tout le Second Empire, la Troisième République, sont vraiment des moments hein, où on protège de plus en plus l'enfance. Mais si on la protège de plus en plus, moi je crois que c'est aussi parce qu'il y a eu un premier XIXe siècle, révolution industrielle, capitalisme que j'appelle sauvage, où finalement on exploitait les enfants dans les mines à 4, 5 ans, 6 ans, parce qu'ils étaient capables évidemment par leur petite taille hein, de passer, etc. Alors est-ce qu'on a pu faire ça au Moyen-Âge? Sans doute, hein, les archéologues ont retrouvé par exemple des traces de pas, de tout petits pas, dans des mines par exemple, etc. Donc ça a dû se faire sans doute au Moyen-Âge, mais j'ai le sentiment quand même que cette période de la première moitié du XIXe siècle, c'est quand même une période très, très hard pour l'enfance. Voilà, après, bon, moi je ne vois pas d'évolution majeure au cours du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Hein. Je pense qu'il y a progressivement, sans doute, hein, une considération de l'enfance sans doute de plus en plus importante à mesure qu'il y ait, je pense que la philosophie des Lumières aussi a joué un rôle important au XVIIIe siècle. Voilà. Et puis évidemment, notre XXe siècle
est passé par là. Enfin, la psychanalyse, à la fin du 19e, je sais pas, les travaux de Françoise Dolto, de vulgarisation de Françoise Dolto, par exemple, au cours du XXe. Enfin, voilà, il y a une prise de conscience de plus en plus grande, voilà, des spécificités, de la particularité de l'enfant, avec aujourd'hui l'intégration, évidemment, de tout ce qui est psychologie, etc., psychanalyse, que les médiévaux n'avaient pas. Il faut éviter de penser l'histoire comme une sorte de progrès continu d'avant à aujourd'hui, hein. Je pense que l'histoire, c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes un peu meilleures, que ce soit pour l'enfance comme pour plein d'autres choses, hein, et puis des périodes de régression, des périodes. Enfin, voilà, il ne faut pas imaginer. Voilà, moi, je me rappelle quand j'enseignais en 5e, on enseignait le Moyen-Âge, mais enfin, à toutes les périodes, on peut dire ça. Quand je traçais une frise chronologique au tableau de la préhistoire à nos jours, pour les élèves, il ne faisait pas l'ombre d'un doute, et je pense que pour le grand public, c'est pareil, que plus on allait vers la droite de la frise, hein, plus on allait vers maintenant, mieux c'était. Bon. Alors, j'en disais, ça dépend. Alors, allons-y, je ne sais pas, effectivement, si on raisonne en termes de technologie ou de médecine, bon, c'est mieux, effectivement. Je préfère vivre maintenant qu'au Moyen-Âge, j'ai l'impression d'être mieux soigné. Mais si on parle en termes d'armement, par exemple, ou de morts, de nombre de morts, là, pour le coup, je pense que le XXe siècle, il a le record, hein, entre les deux guerres mondiales, entre la Shoah, etc. Je pense qu'au Moyen-Âge, la guerre de 100 ans, c'est de la gnognotte à côté, hein, il y a eu très, très peu de morts. Voilà. Même en proportion. Bien sûr. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. On a quelques milliers de morts à peine pendant toute la guerre de 100 ans, alors qu'on a des millions et des millions de morts, de juifs, etc., et de gens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, l'ampleur est complètement différente. Donc, voilà. Et puis si on raisonne en termes de mentalité, je ne sais pas si on parle d'amour, de sexualité, de solidarité, est-ce qu'on évolue vraiment vers le mieux ? Je ne sais pas, c'était différent avant. Je pense qu'il faut toujours penser les choses de manière différente. C'était pas mieux ni moins bien, c'était différent. Donc on essaie de faire réfléchir les élèves, et le grand public aussi, j'espère, à l'idée que il faut éviter cette idée évolutionniste de l'histoire, qui était une idée très 19e siècle. Hein. C'est-à-dire que c'est le moment où on était en plein dans l'idée du progrès, que finalement on allait progresser. Bon, on voit bien aujourd'hui, je pense, avec le dérèglement climatique, que on n'est pas dans un progrès continu. Voilà.